Ma mère a froidement dit de laisser ma chambre à ma sœur. Mon père a jeté mes clés, je devais toujours payer le loyer. Sans discuter, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Une semaine plus tard, il suppliait mon retour. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans. Et la semaine dernière, mes parents m'ont mise à la porte, tout en s'attendant à ce que je continue de payer leurs factures. Pas d'avertissement, pas de réunion de famille, juste un verdict tombé après le dîner comme une sentence. Tout a commencé parce que j'ai fini par dire non. J'ai refusé de faire un virement pour le nouveau semestre de ma sœur alors que mon propre compte épargne était à l'agonie. Et ce petit mot, non, a suffi pour bouleverser ma vie. La dispute a dégénéré rapidement. Le ton est monté, les chaises ont raclé le sol, et soudain, je n'étais plus leur fille. Je n'étais plus qu'un distributeur de billets sur pattes qui avait osé tomber en panne. Si tu ne veux pas aider, alors tu n'as pas besoin de vivre ici, a claqué mon père, pointant du doigt ma chambre comme si elle était déjà vacante. Ma mère n'a même pas scié. Elle a juste croisé les bras et a dit que je devrais quand même virer l'argent pour le loyer et les charges parce que c'est juste. Juste. Comme si la justice avait jamais fait partie de ce marché. J'aurais pu supplier. J'aurais pu pleurer. Au lieu de cela, j'ai ravalé chaque mot qui me brûlait la langue, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à plier ma vie dans des cartons. À chaque tiroir que je vidais, la colère se transformait en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. S'ils voulaient que je parte, mais voulaient toujours mon argent, très bien. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Et ensuite, je leur montrerai ce qu'il en coûte vraiment de traiter quelqu'un comme un chèque de paie ambulant. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après avoir franchi cette porte, et comment cette unique décision a bouleversé le monde de toute ma famille, dites-moi, quelle heure est-il chez vous? Et d'où nous regardez-vous? Je veux voir jusqu'où voyage cette histoire. Cette première nuit, je me suis écroulé sur le canapé défoncé d'une vieille amie, fixant la tache d'humidité au plafond pendant que mon cerveau repassait en boucle chaque mot que mes parents m'avaient lancé. J'entendais sans cesse cette phrase, « Tu paieras toujours le loyer et les charges. » C'est juste. Juste. J'avais passé des années à virer de l'argent à la maison depuis mon job en marketing à Paris, jonglant avec les campagnes le jour et les petits boulots la nuit juste pour maintenir tout le monde à flot. Et riz jaune d'une manière ou d'une autre, j'étais encore l'égoïste pour avoir finalement dit non. Le sommeil n'est jamais vraiment venu. C'était plutôt une série de clignements anxieux jusqu'au matin. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. S'ils me voyaient comme un flux inépuisable de virements automatiques, alors couper ce flux était le seul moyen de leur faire ressentir ce que j'endurais en silence. Ce n'était pas une vengeance par cruauté. C'était une question d'équilibre, de conséquences. Pourtant, ma poitrine se serrait alors que j'enfilais mon jean de la veille, remerciais mon ami pour l'hébergement, et sortais dans l'air vif de la ville. J'ai marché jusqu'au petit café où j'allais toujours pour réfléchir, le seul endroit qui semblait être un terrain neutre entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. La clochette au-dessus de la porte a tinté quand je suis entré, et une voix familière m'a interpellé de derrière le comptoir. Nuit difficile? C'était Thomas, le barista qui m'avait vu surmonter les délais et les crises de nerfs avec rien d'autre que du café et de l'obstination. Je me suis glissé à ma place habituelle dans le coin pendant qu'il m'apportait ma boisson sans demander. « Tu as l'air de quelqu'un dont on vient de saisir l'âme », a-t-il dit en s'asseyant sur la chaise en face de moi quand le rush du matin s'est calmé. Ils m'ont mise à la porte, ai-je dit platement. Ils m'ont dit de faire mes valises pour que ma sœur puisse avoir ma chambre. Et ensuite, ils m'ont rappelé que je paierais toujours leur loyer et leurs factures parce qu'apparemment, je suis la seule à ne pas avoir droit à la gratuité. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Tout ça parce que je refuse d'envoyer plus d'argent pour ces frais de scolarité alors que mes économies ne tiennent qu'à un fil. Les mots avaient un goût amer en sortant, mais les dire à haute voix rendait l'absurdité presque surréaliste. L'expression de Thomas s'est durcie en écoutant. « Laisse-moi bien comprendre », a-t-il dit lentement. « Ils te jettent dehors, mais ils s'attendent toujours à ce que tu finances la maison. Ce n'est pas une famille. C'est un service d'abonnement avec chantage émotionnel inclus. » Il se pencha en avant, les coudes sur la table. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Continuer à payer et faire semblant que c'est normal ? » J'ai baissé les yeux vers mon téléphone, l'application bancaire brillant comme un secret coupable. « Je ne sais pas », ai-je admis, bien qu'une voix aiguë en moi murmura que je le savais. Je me suis souvenu de toutes les soirées où j'avais sauté le dîner pour envoyer 100 € supplémentaires à la maison.
Avoir refusé une promotion parce qu'elle nécessitait un déménagement pour lequel il disait ne pas être prêt. Avoir remboursé discrètement une facture de carte de crédit qui n'était même pas la mienne. Pendant des années, j'avais traité leurs urgences comme si c'était ma responsabilité. Si j'arrête, ils vont couler, ai-je ajouté doucement. Mais si je ne le fais pas, c'est moi qui coulerai. Thomas n'a pas scié. Il est peut-être temps qu'ils apprennent à nager, a-t-il dit. Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour réchauffer les autres indéfiniment. À un moment donné, tu dois te demander qui ferait la même chose pour toi. Ces mots ont atterri comme un coup de poing et une étreinte en même temps. Je me suis imaginé à 40 ans, vivant toujours d'un chèque de paie à l'autre parce que chaque augmentation, chaque prime, chaque petit progrès disparaissait dans la crise de quelqu'un d'autre. Le café s'est estompé dans un bourdonnement sourd alors qu'une autre version de ma vie défilait devant mes yeux. Une version où je n'étais jamais parti, n'avais jamais dit non, n'avais jamais tracé de ligne. Dans cette version, j'étais toujours dans cette même chambre, virant de l'argent chaque mois, m'excusant toujours de ne pas être suffisante. Cette pensée m'a tordu l'estomac. Parfois, la seule façon pour les gens d'apprendre la valeur de quelque chose est quand elle disparaît. J'ai ouvert notre conversation de groupe familial et j'ai commencé à taper. À partir d'aujourd'hui, je n'enverrai plus d'argent pour le loyer, les charges ou les frais de scolarité. Je dois donner la priorité à ma propre vie et à mon avenir. J'espère que vous comprendrez. Mais même si ce n'est pas le cas, cette décision est définitive. Mon pouce a plané sur le bouton d'envoi tandis que mon cœur battait dans mes oreilles. Si tu n'appuies pas sur envoyer, murmura Thomas, ils ne te prendront jamais au sérieux, et tu ne te pardonneras jamais d'avoir reculé. J'ai pris une respiration, imaginé la vie que je voulais vraiment, un petit appartement que je payais moi-même, un compte épargne qui ne saignait pas, un avenir qui m'appartenait et j'ai appuyé sur envoyer. Pendant une minute entière, rien ne s'est passé. Pas de bulle de frappe, pas d'explosion instantanée. Le silence était presque plus fort que la dispute que nous avions eue. Puis mon téléphone s'est allumé avec une seule réponse, on en parlera plus tard. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste la promesse de plus de pression. J'ai verrouillé mon écran et regardé Thomas. Je dois trouver mon propre logement, ai-je dit, les mots sortant plus stables que je ne me sentais. Il a hoché la tête. Bien. Laisse-les ressentir ce qu'est la vie sans ton argent pour une fois. Je ne le savais pas encore, mais ce message était le premier domino. Le plus tard arrivait, et il allait nous frapper tous plus fort que je ne l'imaginais. Une semaine plus tard, je me tenais au milieu d'un minuscule 2 pièces en banlieue, entouré de meubles dépareillés trouvés sur des petites annonces et de cartons à moitié déballés. L'endroit sentait la peinture fraîche et les vieux tuyaux. Mais c'était chez moi. Pas de bruit de pas au-dessus de ma chambre. Pas de coup à la porte demandant si j'avais déjà fait le virement. Pas d'enveloppe avec des tampons rouges rappel et qui ne m'étaient même pas adressés. Juste des murs nus, un canapé affaissé et le faible bourdonnement de la circulation par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, mon salaire servait uniquement à ma vie. Loyer, courses, un virement modeste vers mon épargne qui me rendait irrationnellement fier. Mais le silence. Le silence était brutal. Il ne semblait pas paisible. Il ressemblait à une punition. Chez mes parents, il y avait toujours du bruit. La télé à fond, des portes qui claquent, quelqu'un qui se dispute à propos de quelque chose. Ici, chaque son venait de moi, le clic de mon ordinateur portable, la bouilloire sifflant sur la cuisinière, le grincement du plancher quand je faisais les mêmes 5 pas d'avant en arrière. Une nuit, incapable de dormir, j'ai sorti une vieille boîte à chaussures que j'avais jetée dans un carton de déménagement sans réfléchir. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires pliés, des reçus froissés et des notes griffonnées où j'avais essayé de suivre les paiements au fil des ans. Je me suis assise en tailleur sur le sol, les étalant comme des pièces de puzzle. Acompte pour l'école, facture d'électricité, une facture d'hôpital surprise, des courses pendant les périodes de chômage. Ligne après ligne de mon nom à côté de leurs urgences. Personne n'a jamais demandé ce que ces retraits me faisaient ressentir. Personne n'a jamais appelé pendant mes propres semaines difficiles à moins d'avoir besoin de quelque chose. La culpabilité et la colère s'en mêlaient dans ma poitrine jusqu'à ce qu'il soit difficile de respirer. J'ai attrapé mon téléphone sans savoir exactement ce que je voulais dire et j'ai ouvert une conversation que j'évitais. Ma sœur. Le dernier message était un mème anodin datant d'il y a des mois, avant que tout n'explose. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau.
Finalement, comment tu tiens le coup? C'était simple, presque douloureusement neutre, mais c'était un début. Elle a répondu plus vite que prévu. Honnêtement, je panique. Il panique pour l'argent. L'administration dit que les frais de scolarité sont en retard. Je ne sais pas quoi faire. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte que mes parents m'avaient lancée. Pendant une seconde, j'ai failli ouvrir mon application bancaire par réflexe. Failli. Au lieu de cela, j'ai pressé le téléphone contre ma poitrine et j'ai fixé le plafond, écoutant le radiateur siffler comme s'il me jugeait. Un autre message est arrivé. Il continue de dire que tu vas revenir, que tu fais juste une crise, c'est vrai? Cette question a tranché plus profond qu'elle ne le réalisait. J'ai pensé à tous les examens pour lesquels elle avait étudié pendant que je faisais des heures supplémentaires. À tous les manuels scolaires que j'avais achetés au lieu de remplacer mon ordinateur portable mourant. À toutes les fois où je disais « je gère », tout en priant silencieusement pour que ma carte ne soit pas refusée. J'ai tapé lentement, choisissant chaque mot comme s'il pouvait exploser. Je ne fais pas une crise, ai-je écrit. J'ai fini d'être la seule à agir comme une adulte. Je suis heureuse de te parler, de t'aider à trouver des solutions, mais je ne vais pas continuer à tout réparer avec mon compte en banque. Ce n'est viable pour personne. J'ai fixé le message un long moment avant de l'envoyer. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, je n'avais pas réalisé tout ce que tu portais. Ils ne m'ont jamais montré les chiffres. Je pensais juste que tu allais bien. J'ai expiré un rire qui n'en était pas vraiment un. Ce n'était pas le cas, ai-je répondu. Je suis juste devenu très doué pour faire semblant. Puis, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai ajouté, ils me font passer pour la méchante parce que j'ai fini par dire non. Tu penses que j'ai tort? C'était une question risquée, mais j'avais besoin de savoir si quelqu'un dans cette maison pouvait voir mon point de vue. Il y a eu une pause plus longue cette fois. Quand sa réponse est finalement arrivée, elle était hésitante mais honnête. Je ne pense pas que tu aies tort, a-t-elle écrit. Je déteste juste être coincé au milieu. J'ai peur, Manon. Ma gorge s'est serrée. Pendant un instant, je nous ai revus enfants, partageant un petit lit pendant une panne de courant, promettant que nous serions toujours dans la même équipe. Quelque part en chemin, l'équipe s'était transformée en dépendance, et personne ne m'avait dit que les règles avaient changé. Nous avons continué à discuter un moment de ses cours, de mon nouvel appartement, de sa recherche de job à temps partiel. Mais quand la conversation s'est terminée, le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Je me suis allongé sur le dos, sur le sol, entouré des preuves de tout ce que j'avais payé, et j'ai réalisé quelque chose de troublant. Je ne me battais pas seulement contre mes parents. Je me battais contre la version de moi-même qu'ils avaient construite. Une version qui croyait que la souffrance et le silence étaient la forme que prenait l'amour. Si vous avez déjà choisi de penser à vous et passer des nuits à vous demander si cela faisait de vous le méchant, vous savez exactement ce que l'on ressent dans ce silence. Avez-vous déjà été culpabilisé pour avoir enfin posé une limite avec quelqu'un que vous aimez? Quelques jours après cette conversation nocturne, ma sœur a demandé si on pouvait se voir en personne. Quelque part, pas à la maison, a-t-elle ajouté. Cela seul me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont les choses se passaient là-bas. Nous nous sommes mis d'accord sur un parc à mi-chemin entre mon appartement et notre ancien quartier, une étendue d'herbe clairsemée et de bancs bancals encadrés par de grands immeubles et le faible grondement de la ville. Je suis arrivé en avance et je me suis assise sur un banc avec un café à emporter, regardant des enfants se courir après près des balançoires tandis que des promeneurs de chiens passaient en traînant les pieds avec des laisses emmêlées. Mon esprit passait déjà en revue les versions possibles de cette conversation. Allait-elle me supplier de revenir? Me culpabiliser pour que je paie? Me couper les ponts complètement pour avoir abandonné la famille? J'avais des réponses prêtes pour chaque scénario, mais mes mains tremblaient encore autour du gobelet. Riz jaune quand elle est arrivée, elle semblait plus petite, comme si le stress l'avait repliée sur elle-même. Des cernes sous les yeux, les cheveux relevés en un chignon désordonné, un sac à dos sur une épaule, bourré de manuels. Elle s'est assise à côté de moi sans un mot. Et pendant un moment, nous avons juste regardé le chaos de l'aire de jeu en silence. Alors, a-t-elle fini par dire, forçant un rire qui s'est brisé au milieu. Tu l'as vraiment fait. Ton propre chez toi. Plus de drame familial dans ta chambre. Je l'ai regardé, essayant de lire son ton. Il y avait de l'envie, c'est sûr,
mais aussi quelque chose comme du ressentiment et de la peur emmêlés. Je l'ai vraiment fait, ai-je répondu. Et le drame n'est pas resté à la maison. Il a juste trouvé mon téléphone à la place. J'ai essayé de faire passer ça pour une blague, mais nous savions toutes les deux que ce n'en était pas une. Je me suis tourné complètement vers elle. C'est grave à ce point. Elle s'est mordillé la lèvre, évitant mon regard. Il panique complètement, a-t-elle admis. Il pensait que tu allais te calmer et recommencer à envoyer de l'argent. Papa n'arrête pas de dire que tu es ingrate après tout ce qu'ils ont fait pour nous. Maman pleure beaucoup et l'administration de l'école a appelé 2 fois. Sa voix a baissé sur le dernier mot. La culpabilité s'est agitée dans mon ventre, mais je me suis forcé à ne pas broncher. Et qu'est-ce que toi tu en penses, ai-je demandé doucement. Ne répète pas leurs phrases. Dis-moi ce que tu penses vraiment. Elle a gratté le fil effiloché de sa manche. Je pense que je n'avais pas réalisé tout ce que tu payais, a-t-elle dit. Il parlait toujours comme si c'était l'argent de la famille, comme si nous nous sacrifions tous, mais j'ai commencé à voir les relevés et c'est surtout ton nom, tes revenus, tes heures supplémentaires. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Je pense qu'ils se sont reposés sur toi parce que tu les as laissés faire, et parce que c'était plus facile que de régler leur propre bazar. Ces mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. J'ai imaginé une autre soirée d'il y a des années, un flashback qui repassait dans ma tête comme un film inséré dans le présent. J'avais 21 ans, debout dans la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, transférant une partie de mon premier salaire à temps plein pour couvrir une mensualité de crédit immobilier pour laquelle nous étions un peu justes. Mon père m'avait tapoté l'épaule et m'avait appelé une bonne fille. Ma mère avait dit, tu es une telle bénédiction. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Personne n'avait demandé ce que je voulais faire avec ce chèque. De retour sur le banc du parc, la voix de ma sœur m'a ramené à la réalité. Mais je pense aussi, a-t-elle continué, que c'est moi dont l'avenir est en jeu en ce moment. Si l'école n'est pas payée, je risque de perdre ma place. Et je déteste devoir dire ça parce que je sais à quel point c'est tordu, mais j'ai besoin de toi. Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Et c'était là. Le tiraillement entre la compréhension et le désespoir. La colère a éclaté en moi. Pas contre elle, mais contre le système dans lequel nous avions grandi. C'est ça le problème, ai-je dit. Ils t'ont appris à avoir besoin de moi au lieu de t'apprendre à voler de tes propres ailes. Ils m'ont fait la même chose. La différence, c'est que j'ai eu plus d'années pour désapprendre ça. J'ai avalé difficilement. Alors quoi? J'abandonne mes études, a-t-elle claqué, la peur brute dans sa voix se transformant en colère. Des têtes se sont tournées à proximité et elle a baissé la voix à nouveau. Tu es parti. Tu as eu le choix. Moi, je suis coincé. Tu n'es pas coincé, ai-je répondu, même si je savais à quel point elle se sentait piégée. Tu as des options. Les bourses, les aides financières, plus d'heures à ton job étudiant, peut-être même changer d'école plus tard si tu le dois. Aucune de ces options n'est facile, mais elles existent. L'option où je sacrifie mon avenir pour que tout le monde se sente à l'aise. J'ai secoué la tête. Celle-là n'existe plus. Elle a cligné des yeux pour retenir ses larmes, la mâchoire serrée. Papa dit que tu les punis, a-t-elle chuchoté. Que tu fais ça pour te venger de t'avoir mis la pression toute ta vie, c'est vrai? J'ai pensé à la nuit où j'ai fait mes cartons pendant qu'il regardait la télé dans le salon, sans proposer d'aide. J'ai pensé au texto que j'avais envoyé depuis le café, à la façon dont la voix de ma mère était devenue froide quand elle a réalisé que je ne bluffais pas. Une partie de moi voulait dire non pour revendiquer la supériorité morale. Au lieu de cela, j'ai choisi la vérité. Je me protège, ai-je dit. Si cela ressemble à une punition pour eux, c'est peut-être parce qu'ils ressentent enfin les conséquences de leur choix. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Les bruits du parc nous ont envahis à nouveau. Des enfants qui crient, un chien qui aboie, la musique de quelqu'un au loin. Finalement, elle a dit, je déteste ça. Je déteste qu'ils nous mettent dans cette position. Je déteste être en colère contre eux et en colère contre toi en même temps. Elle s'est essuyé les yeux. Mais je déteste aussi qui tu étais avant. Je voyais à quel point tu étais fatigué. Je ne savais juste pas comment aider. Tu aides maintenant, lui ai-je dit. En le voyant, en ne prétendant pas que tout allait bien. J'ai pris une inspiration. Écoute, je ne peux plus tout payer.
ça n'arrivera pas. Mais je peux t'aider à chercher des bourses, des petits boulots, tout ce qui te rendra moins dépendante d'eux, et de moi. À long terme, ça vaut plus qu'un autre virement. Elle a hoché la tête lentement, toujours incertaine, mais sans se fermer. D'accord, a-t-elle chuchoté. Je vais essayer. Mais ne disparais pas, d'accord? Même si je disparais pour eux, je ne disparaîtrai pas pour toi. J'ai promis. Mais on a fini de jouer selon leurs règles. Alors que nous sortions du parc ensemble, j'ai réalisé que notre relation avait changé. Nous n'étions plus une héroïne et une personne à charge. Nous étions deux personnes debout dans les décombres des choix de nos parents. Essayons de construire quelque chose de plus sain à partir de zéro. L'invitation est arrivée sous la forme d'un texto de ma mère. Tu peux venir dîner dimanche. Il faut qu'on parle. Pas d'émoji, pas de mots superflus, juste ça. S'il était arrivé quelques mois plus tôt, j'aurais paniqué et immédiatement proposé d'envoyer de l'argent, espérant acheter ma sortie de tout conflit en préparation. Là, j'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé « Je peux venir, mais je ne discuterai pas d'un retour à la situation d'avant ». Elle a répondu par un simple « compris », ce qui, d'une certaine manière, m'a rendu plus nerveuse que si elle avait envoyé un mur de culpabilité. Le dimanche soir, j'ai remonté l'allée familière vers la maison qui ne me semblait plus être la mienne. La pelouse était envahie par les herbes, un petit détail qui n'aurait pas existé quand j'y vivais encore. Je la tondais les week-ends entre mes gardes. La peinture de la rampe du porche s'écaillait. Une pile de courriers non ouverts était posée de travers dans la boîte près de la porte. De petits signes de négligence qui ne venaient pas de la paresse, mais de la distraction et du stress. Quand je suis entré, l'odeur de la cuisine de ma mère m'a enveloppé, chaleureuse et nostalgique. Pendant une seconde, j'ai failli me laisser aller. Puis j'ai remarqué les factures impayées étalées sur la table basse, la tension dans l'air si épaisse qu'elle aurait pu être un autre meuble. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, les yeux sur la télé mais ne regardant pas vraiment. Il a coupé le son quand il m'a vu. « Tu es venu ?» a-t-il dit comme s'il n'avait pas été sûr que je le ferais. « J'avais dit que je viendrais », ai-je répondu, accrochant mon manteau soigneusement, comme si le mauvais mouvement pouvait briser cette trêve fragile. Ma mère a émergé de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Son sourire était crispé, ses yeux fatigués. « Le dîner est presque prêt », a-t-elle dit. « Passons à table. » Nous avons mangé dans un quasi-silence au début, le cliquetis des fourchettes contre les assiettes remplissant la pièce. Cela ressemblait à un dîner de famille normal si l'on ignorait la pile de documents au bout de la table. Relevés bancaires, avis de retard, lettres de l'université. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Ta mère et moi avons discuté », a-t-il commencé, ce qui était ironique, car discuter était la seule chose que nous avions évitée pendant des années. « De quoi ?» ai-je demandé, même si la réponse trônait entre nous sous forme de papier. « De tout », a-t-il dit en faisant un geste vague. « La maison, les factures, l'école de ta sœur. Les temps sont devenus plus durs depuis ton départ. » Il a dit ça comme un bulletin météo, comme si la tempête financière venait d'arriver de nulle part et non d'années à vivre au-dessus de leurs moyens en comptant sur moi pour boucher les trous. Ma mère est intervenue. On n'avait pas réalisé à quel point tu couvrais les dépenses. On pensait qu'on gérait ensemble, mais maintenant le crédit immobilier est en retard, les charges sont en retard, et l'école menace de renvoyer ta sœur si les paiements ne sont pas rattrapés. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. On a peur, Manon. Pendant un moment, je les ai juste regardés. Les gens qui m'avaient dit de faire mes valises comme si j'étais jetable demandaient maintenant de l'aide à la fille qu'ils avaient traitée comme une ligne budgétaire. Et pourtant, voyant les mains de ma mère trembler alors qu'elle attrapait une facture, voyant le léger gris aux tempes de mon père que je n'avais pas remarqué avant, je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je me sentais fatigué. Si fatigué. Je ne suis pas surprise que les temps soient durs, ai-je dit calmement. J'envoyais à la maison plus de la moitié de mon revenu. Bien sûr que vous l'avez senti quand ça s'est arrêté. J'ai tapoté légèrement l'enveloppe la plus proche. Ça allait arriver tôt ou tard. La seule différence, c'est qu'avant, ça me serait arrivé à moi au lieu de vous. Mon père s'est raidi. On ne dit pas que tu dois tout faire, a-t-il protesté, bien que ce soit exactement ce à quoi il s'était attendu pendant des années. On a juste besoin d'un peu d'aide, un pont jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Tu t'en sors bien maintenant. Tu as ton propre appartement,
ta carrière. J'ai mon propre appartement parce que j'ai raclé les fonds de tiroir. Je m'en sors parce que j'ai arrêté de saigner de l'argent dans une maison où je n'étais même pas la bienvenue, les jeux coupés. Ne réécrivez pas l'histoire comme si je vous avais abandonné depuis une position confortable. Vous m'avez poussé dehors et avez essayé de garder mon portefeuille. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a dégluti difficilement. On a fait des erreurs, a-t-elle admis doucement. On a été injuste. On a profité de ton sens des responsabilités. On s'est dit que c'était pour la famille, pour l'avenir de ta sœur. Mais on n'a jamais demandé ce que ça faisait au tien. Pour ça, je suis désolé. L'excuse a atterri maladroitement, tardive, imparfaite, mais assez réelle pour que je sente quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pourtant, une excuse ne suffisait pas pour me ramener dans l'ancien schéma. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit. Mais je ne recommencerai pas à envoyer des milliers d'euros chaque mois pour que tout le monde puisse éviter de faire des choix difficiles. Alors qu'est-ce que tu dis, a demandé mon père, la frustration revenant. Tu vas juste nous regarder tout perdre? Regarder ta sœur se faire virer de l'école? Sa voix est montée, la tactique de culpabilité familière se remettant en place comme un gant bien usé. Je dis que je vais aider d'une manière qui ne me détruit pas, ai-je répondu. Je vais m'asseoir avec vous et passer en revue votre budget. Je vais vous aider à parler à la banque, à renégocier le crédit si c'est possible, négocier avec l'école, chercher des plans de paiement, des bourses, n'importe quoi. Je contribuerai même un peu financièrement s'il y a un plan clair qui ne repose pas sur le fait que je sois l'unique pourvoyeuse. J'ai soutenu son regard fermement. Mais je ne serai plus votre plan de sauvetage. Je ne vivrai pas ma vie en ruine pour que cette maison ait l'air correct de l'extérieur. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a regardé entre nous, puis a poussé la pile de factures vers moi. Montre-nous, a-t-elle dit doucement. Montre-nous à quoi ça ressemble de faire ça sans s'appuyer sur toi pour tout. Il y avait de la peur dans sa voix, mais aussi quelque chose de nouveau. Un respect réticent, peut-être, ou au moins la reconnaissance que je savais de quoi je parlais. Nous avons passé l'heure suivante à éplucher les chiffres. C'était brutal. Des abonnements qu'il n'utilisait pas. Des plats à emporter qu'il ne pouvait plus se permettre. Un crédit auto qui devait disparaître. Mon père se hérissait chaque fois que je suggérais de couper quelque chose, mais il n'est pas parti. Ma mère prenait des notes, des larmes coulant sur ses joues quand elle voyait noir sur blanc ce qu'ils avaient fait semblant de ne pas voir. Au moment où je me suis levé pour partir, nous avions un plan approximatif. Il vendrait la voiture pour en prendre une moins chère. Mon père chercherait des gardes le week-end. Ma mère ferait des heures supplémentaires. Je couvrirais une facture en retard et aiderais ma sœur à demander une aide d'urgence et des bourses. Mais seulement ces choses-là, et seulement une fois. Plus de virements sans fin. Plus d'obligations tacites. Une vraie aide avec de vraies limites. À la porte soupir, mon père a hésité, puis a dit, « Tu es différente ». Ce n'était pas une accusation cette fois, plus une observation. Tu parles comme quelqu'un qui n'a plus peur de nous. J'ai peur, ai-je admis, la main sur la porte. Mais j'ai plus peur de me réveiller dans 10 ans et de réaliser que j'ai laissé ma vie disparaître dans des factures qui n'étaient pas les miennes. Je l'ai regardé. Vous m'avez élevé pour être responsable. Voilà à quoi ressemble la responsabilité maintenant. Dans le train du retour, j'ai fixé mon reflet dans la vitre sombre, les lumières de la ville rayant le verre. Je ne me sentais pas comme la méchante qu'ils avaient dépeinte. Je me sentais comme quelqu'un qui était enfin sorti d'un rôle pour lequel elle n'avait jamais auditionné. Pourtant, une petite voix me taraudait. Était-ce suffisant? Avais-je fait la bonne chose? Si vous étiez à ma place, auriez-vous payé ces factures pour préserver la paix? Ou auriez-vous tracé la même ligne et regardé les retombées? Après ce dîner, quelque chose en moi a changé pour de bon. Il ne s'agissait plus seulement de dire non. Il s'agissait d'apprendre à construire une vie où ma réponse par défaut n'avait pas à être « je ne peux pas ». Ma famille a besoin d'argent. Tracer des limites était une chose. S'assurer que j'avais la force et la stabilité pour les maintenir en était une autre. Thomas a été le premier à mentionner Antoine. C'est un conseiller financier qui vient ici parfois, a-t-il dit un après-midi calme au café, en essuyant le comptoir. Il aide les gens à remettre leur vie en ordre après des années de gestion de crise. On dirait ta biographie complète.
Rijaune, il m'a lancé un regard mi-moqueur, mi-sérieux. Tu devrais lui parler. Une partie de moi se hérissait à l'idée d'avoir besoin d'aide. J'avais géré les crises des autres pendant si longtemps que demander conseil pour moi-même ressemblait presque à un échec. Mais plus je plongeais dans les papiers de mes parents et les miens, plus je réalisais à quel point j'avais improvisé. Je savais comment étirer un salaire, pas comment le faire fructifier. Alors quand Thomas nous a présenté un matin, j'ai ravalé ma fierté et je me suis assise avec Antoine à une table dans le coin. « Dis-moi ce que tu veux », a dit Antoine. Carnet ouvert, stylo prêt. Il n'a pas commencé par les chiffres. Il a commencé par moi. Pas ce que tu penses devoir vouloir. Ce que tu veux vraiment. La question m'a prise au dépourvu. Je veux de l'air, ai-je dit lentement. Un fond d'urgence qui n'est pas constamment en feu. Un avenir qui ne dépend pas de si quelqu'un d'autre décide d'avoir besoin de moi ce mois-là. Je veux pouvoir aider les gens parce que je le choisis, pas parce que je suis coincé. J'ai hésité, puis ajouté, et je veux arrêter de me sentir coupable chaque fois que je garde un euro pour moi. Il a hoché la tête comme s'il avait entendu une version de cela plusieurs fois auparavant. Première règle, a-t-il dit, on met son propre masque à oxygène en premier. Tu ne peux sauver personne si tu suffoques. Deuxième règle, l'argent sans limite est juste une fuite. On va boucher les trous avant de construire quoi que ce soit de plus grand. Nous avons passé en revue mes finances dans les moindres détails. Chaque salaire, chaque facture, chaque virement que j'avais fait par obligation. Voir tout ça étalé comme ça était brutal. Des années de ma vie réduites à des lignes et des colonnes, une carte de là où mon énergie était allée. Mais c'était aussi clarifiant. Antoine m'a aidé à mettre en place des virements automatiques vers mon épargne, des comptes séparés pour les dépenses fixes et les loisirs, et une structure qui ne s'effondrait pas à la seconde où quelqu'un d'autre avait une urgence. Ta générosité n'est pas le problème, a-t-il dit à un moment donné, levant les yeux de son ordinateur portable. Le problème est que tu l'as utilisé comme substitut à leur responsabilité. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la complaisance. Le mot a piqué, mais il sonnait juste. J'avais permis à tout le monde autour de moi d'éviter de changer, parce que changer aurait signifié qu'ils devaient voir ce qu'ils me faisaient subir. Au travail, le changement dans mon état d'esprit a déteint sur tout le reste. J'ai commencé à m'exprimer davantage en réunion, à repousser les délais déraisonnables, à négocier de meilleures conditions de projet au lieu de dire oui automatiquement. Ma patronne l'a remarqué. « Tu as changé », a-t-elle fait remarquer un après-midi alors que nous terminions le bilan d'une campagne. Dans le bon sens. Plus décidé, moins à t'excuser. Je suppose que j'ai fini par réaliser que personne ne va me donner la vie que je veux, ai-je dit. Je dois la construire moi-même. Elle a souri et a mentionné un nouveau projet de direction à venir, un projet qui s'accompagnerait d'une augmentation si je pouvais le gérer. Il y a un an, je l'aurais peut-être refusé, inquiète de la pression supplémentaire ou de l'impact sur ma disponibilité pour ma famille. Cette fois, j'ai dit, ça m'intéresse. Dites-m'en plus. Pendant ce temps, la situation chez mes parents évoluait en arrière-plan comme un tremblement de terre au ralenti. Ils avaient vendu la voiture, pris des gardes supplémentaires et commençaient à s'en tenir bon gré mal gré au budget que nous avions ébauché. Il y avait encore des appels tendus, encore des moments où mon père dérapait et essayait de me culpabiliser pour juste un virement de plus. Mais je tenais bon. Je peux aider avec des informations, disais-je. Pas avec de l'argent sans fin. Chaque fois que je le répétais, c'était un peu plus facile. Ma sœur envoyait des nouvelles du campus. De longues nuits, des demandes de bourse, des heures supplémentaires à son petit boulot. Je suis épuisé, m'a-t-elle écrit une fois. Mais c'est différent maintenant. Comme si je travaillais pour mon avenir, pas en attendant que tu me sauves. Ce message signifiait plus pour moi que n'importe quelle excuse offerte par mes parents. Certaines personnes pensent que la vengeance consiste à regarder quelqu'un brûler. Pour moi, ça a commencé à ressembler davantage à ça, regarder les gens qui m'ont prise pour acquise faire face enfin aux conséquences de leurs choix pendant que je construisais tranquillement une vie où leur chaos ne pouvait plus m'engloutir. Il ne s'agissait pas de les ruiner. Il s'agissait de refuser de continuer à me ruiner moi-même. Un soir pluvieux, alors que je virais une partie de mon salaire sur un compte épargne grandissant, j'ai réalisé quelque chose de presque choquant. Je n'étais plus terrifié. Inquiète ? Bien sûr, la vie est chère et imprévisible. Mais la terreur constante qui siégeait dans ma poitrine,
le sentiment qu'un coup de fil pouvait tout détruire. J'avais vécu avec ça si longtemps que je n'avais pas remarqué quand ça avait commencé à s'estomper. Antoine appelait ça du progrès. Thomas appelait ça s'épanouir grâce au tableur. J'appelais ça reprendre le contrôle de ma vie. Une limite et 1 euro à la fois. Au moment où le printemps est arrivé, mon appartement ne ressemblait plus à un refuge temporaire. Il ressemblait à une vie. Des plantes que je n'avais pas encore tuées bordaient le rebord de la fenêtre. Des affiches d'artistes locaux couvraient les murs. Mon petit bureau dans le coin était devenu un véritable espace de travail empilé de dossiers de campagne et de post-it au lieu de factures impayées. Il y avait encore des imperfections, des meubles d'occasion, des tasses ébréchées, mais chaque pièce avait été choisie par moi, payée par moi. C'était mérité. Pour fêter l'obtention du projet de direction et l'augmentation qui allait avec, j'ai décidé d'organiser une petite réunion. Rien de sophistiqué, juste quelques collègues, Thomas et quelques voisins que j'avais appris à connaître. Nous nous sommes serrés dans mon salon avec des plats à emporter et des verres dépareillés, l'air bourdonnant de rire et de conversations croisées. Pour la première fois depuis longtemps, le bruit autour de moi ne signifiait pas qu'un drame se préparait. Il signifiait communauté. Tu sais que c'est dingue, non, a dit Thomas à un moment donné, appuyé contre le comptoir de la cuisine, un verre à la main. Il y a 6 mois, tu dormais sur un canapé, te demandant si tu étais une personne horrible pour avoir enfin dit non. Maintenant regarde-toi, tu organises des fêtes d'adultes et tu parles de plan d'épargne retraite. J'ai levé les yeux au ciel, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ne t'emballe pas. Je mange encore des céréales pour le dîner parfois. Ouais, mais c'est des céréales que tu as achetées pour toi-même, a-t-il répliqué. Et tu ne vérifies pas ton solde chaque fois que tu passes ta carte. C'est énorme. Il n'avait pas tort. L'anxiété financière constante s'était atténuée, passant d'une sirène hurlante à un bourdonnement sourd. J'avais toujours des responsabilités, j'aidais toujours de manière spécifique et limitée quand cela avait du sens, mais je ne me saignais plus pour tout le monde. Ma famille s'était adaptée, douloureusement et imparfaitement. Mes parents restaient à flot grâce à leurs propres efforts au lieu des miens. Ma sœur s'accrochait à l'école grâce à un mélange d'aide, de travail et de sa propre volonté. Ce n'était facile pour personne, mais pour une fois, le travail difficile était partagé. Plus tard dans la soirée, quand la plupart des invités furent partis et que les derniers plats s'entrechoquaient dans l'évier, mon téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à un mème d'un collègue ou un texto de remerciement pour ce soir. Au lieu de ça, j'ai vu le nom de ma mère. Mon estomac s'est serré par habitude, mais j'ai répondu. Allô, ai-je dit prudemment en allant dans le couloir plus calme. Salut, ma chérie. Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs, usée sur les bords. Je te dérange? J'ai du monde, mais la plupart partent, ai-je répondu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une légère pause, puis, on a reçu un autre avis de la banque, a-t-elle dit. C'est à propos de la maison. Ils examinent notre demande de rachat de crédit, mais ils pourraient ne pas l'approuver. On fait tout ce qu'on peut, mais si ça ne passe pas, on devra peut-être vendre. Ton père le prend mal. Sa voix tremblait. C'est la maison où tu as grandi. La maison où on t'a ramené bébé. L'idée de la perdre. Ma gorge s'est serrée. Peu importe combien de blessures vivaient dans cette maison, elle était toujours tissée dans mon enfance. Les fêtes d'anniversaire, les discussions tardives, la sensation de rentrer de l'école et de jeter mon sac au même endroit près de la porte. L'idée qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre semblait fausse d'une manière à laquelle je ne m'étais pas préparé. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Et je le pensais. Vous avez parlé à la banque de tous les changements de revenus, des gardes supplémentaires, du budget qu'on a établi? Oui, a-t-elle répondu. Ils ont dit que ça aide, mais ça pourrait ne pas suffire. Et je sais qu'on n'a pas le droit de te demander quoi que ce soit de plus après tout ce qu'on a déjà demandé. Mais... Elle s'est tue, puis a forcé les mots à sortir. S'ils disent non, est-ce que tu pourrais aider avec un dernier paiement juste pour nous acheter du temps pour trouver autre chose? Et voilà. La supplique, la croisée des chemins familières. Dans le silence qui a suivi, je pouvais entendre des rires étouffés depuis mon salon. Quelqu'un a monté un peu la musique. Thomas a crié quelque chose à propos du dessert. Deux réalités se pressaient l'une contre l'autre dans ce couloir.
La vie que je construisais et la vie d'où je venais, toutes deux exigeant de la loyauté. J'ai fermé les yeux et imaginé mon compte en banque, mes projets, les objectifs qu'Antoine et moi avions tracés. J'ai aussi imaginé mes parents mettant leurs affaires en carton, un panneau à vendre dans le jardin, des étrangers vivant dans la chambre dont j'avais un jour été expulsé. Il aurait été si facile de céder, de jeter de l'argent sur le problème et de reporter la douleur de quelques mois de plus. Mais c'était ça le piège. Reporter ne réglait jamais rien. Cela ne faisait que retarder l'inévitable et me vider dans le processus. Je ne peux pas sauver la maison, ai-je dit finalement, les mots ayant un goût de cendre et de soulagement à la fois. Je ne suis pas en mesure de supporter une autre mensualité de crédit, et même si je l'étais, cela ne ferait que retarder ce que vous pourriez avoir à affronter de toute façon. Toi et papa avez besoin d'un logement que vous pouvez vraiment vous permettre sans que mes revenus ne le soutiennent. S'accrocher à cet endroit à tout prix, ce n'est pas de l'amour, c'est du déni. Ma mère est restée silencieuse longtemps. Je pouvais entendre de légers reniflements à travers le téléphone. J'avais peur que tu dises ça, a-t-elle chuchoté. Mais je savais aussi que tu le ferais. Tu as raison. Je déteste ça, mais tu as raison. Je ne vous abandonne pas, ai-je ajouté rapidement. Quand on a raccroché, ma poitrine me faisait mal, mais je ne ressentais pas ce sentiment écrasant de trahison et de panique que j'avais autrefois. Je me sentais ancré, triste, mais stable. Je suis retourné dans le salon où Thomas m'a tendu une assiette et a haussé un sourcil. Tout va bien? Pas vraiment, ai-je admis. Mais je vais bien, et ça, c'est nouveau. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce que je disais. C'est ce qui compte. Alors que la soirée touchait à sa fin et que je verrouillais la porte derrière le dernier invité, je me suis tenu au milieu de mon salon, entouré des vestiges silencieux d'un bon moment. Verre vide, serviettes égarées, le faible écho des rires. Ce silence ne ressemblait en rien à celui qui m'avait écrasé lors de mes premières semaines seules. Celui-ci semblait mérité, choisi. Mes parents pourraient perdre la maison. Ma sœur pourrait devoir prendre le chemin le plus long pour ses études. Notre famille ne serait plus jamais la même qu'avant. Mais peut-être que ce n'était pas une tragédie. Peut-être que c'était la seule façon pour chacun de nous de grandir. Il m'avait mis à la porte tout en s'attendant à ce que je paie. Au final, j'ai payé, mais pas avec mon avenir, ma santé mentale ou mon amour-propre. J'ai payé avec de la distance, des choix difficiles et des limites qui ont tenu bon même quand ça faisait mal. Et honnêtement, ce prix en valait la peine.